Bonjour à tous et nos excuses pour ce retard aux internautes qui nous suivent soit sur Google+, soit sur Twitter. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier hangout du CNES, le premier hangout depuis la création de la page Google+, il y a quelques jours. Je suis Séverine Klein, c'était écrit jusqu'à il y a quelques secondes, ça ne l'est plus. Je suis responsable de la communication numérique au CNES et j'aurai donc le plaisir d'animer cette première rencontre. Donc c'est la première pour nous, c'est aussi la première dans le cadre d'une série de 4 hangouts organisés dans le cadre du salon de l'espace et du Bourget. Et ce soir, nous allons parler d'océanographie spatiale, en quoi le satellite et l'ensemble des technologies spatiales ont révolutionné notre connaissance des océans, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont utiles aussi pour le développement d'applications dans le domaine maritime. Voilà, ce sont quelques-unes des questions que vous pourrez poser à Pascal Ultré-Guérard, qui est responsable du pôle Terre, Environnement, Climat au CNES. Bonjour Pascal. Bonjour. Voilà, alors ce que je vous propose très simplement pour commencer, c'est que je vais vous donner la parole à chacun. On va commencer par les blogueurs et on terminera par Pascal pour que vous puissiez me dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes parmi nous. Alors, on va commencer par Antoine, qui est au Québec. Oui, est-ce que en fait je dois me présenter, c'est ça? Oui, voilà, présentez-vous. Oui, okay, ouais. Dites-nous qui vous êtes. Ok, donc Antoine, je travaille pour l'agence Science Presse comme community manager et puis chargé de projet. Je développe la plateforme des blogs de l'agence. Voilà, pour ceux qui connaissent le site. Super, merci. Voilà. Alors ensuite, on a Célia Gruson-Daniel. Bonjour Célia. On ne t'entend pas, Célia. Ça y est, ça doit être mieux. Voilà. Bonjour. Je vais demander juste le bordereau bleu, il est dans le bon sens ou pas? Oui, tout à fait. Bon. Donc, Célia Gozon-Daniel, je suis une habituée des mardis de l'espace. Donc, tous les sujets sur le spatial que couvre le CNES chaque mois. Et je m'occupe d'une communauté autour de l'open science, donc la science ouverte, qui s'appelle Hack. Et voilà, donc je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées par ces hangouts. Et je vais tweeter aussi un peu avec @CeliaGT. Super. Alors ensuite, on a Kilian et immédiatement à côté, on a Laurence qui sont en fait nos partenaires pour ce soir. C'est le réseau social scientifique My Science Work et qui vont collecter vos questions sur Twitter sur le hashtag CNES Talks. Alors Kilian, à toi. Alors bonjour, je m'appelle Kilian et donc je travaille à My Science Work. Je suis community manager et donc dans la vraie vie je suis juste à côté de Laurence, comme sur le talk. On m'entend pas bien, Kilian. Ah, j'ai peut-être la main sur mon micro encore. Merci. Là, c'est mieux. Oui, il y a un peu d'écho en fait. Okay. Et Laurence. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc je suis journaliste scientifique de l'équipe et j'ai un doctorat en physique et donc par ces deux biais, je m'intéresse à la science sous toutes ses formes, au spatial, un petit intérêt particulier. Et puis, j'ai suivi depuis 2 saisons les Mardis de l'espace avec Séverine. Merci. Et donc, on sera en train de live tweeter, voilà, comme disait Séverine, sur le hashtag CNEStalks. Voilà, et régulièrement pendant le hangout, on donnera la parole à Laurence et Kilian pour savoir s'ils ont des questions qui nous viennent de Twitter. Ensuite, nous avons Mathieu Lechanjour. Le micro. Donc moi j'ai un peu plusieurs casquettes, je suis pigiste pour Ciel et l'espace et animateur scientifique aussi pour Planète Science en astronomie, donc un partenaire historique. Et voilà, donc les 2 casquettes, journalisme scientifique et animation scientifique avec les... Merci beaucoup. And then we have Paolo from Italy, the only English-speaking participant tonight. Hi Paolo. Je parle français. Ah d'accord, bah, vous pourriez parler français alors. Bonjour tout le monde, je suis Paolo, je suis catholique, instructeur de vol, instructeur de navigation. Alors, on vous entend très très mal par contre Paolo. Ouh, pardon.
C'est bon? Oui, il faut parler très près du micro. Voilà. Ah, voilà. Je suis Paolo d'Italie, je suis pilote de ligne. Très bien, merci. Alors, avant qu'on donne la parole à Pascal, petit rappel, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez la partager en direct avec le code embed que vous allez trouver directement sur le player de YouTube. Donc, si vous êtes passé par la page Google+. Et puis, évidemment, à poser toutes vos questions à Laurence et à Kylian avec le hashtag CNEStalks. On vous donnera la parole régulièrement. Voilà. Eh bien, écoute, Pascal, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter, toi aussi. Donc, je m'appelle Pascal Ultreguerard. Je travaille au CNES en tant que responsable du programme Terre, Environnement et Climat. Je travaille à la direction des programmes. Et en fait, c'est les gens qui vont faciliter les projets. On n'est pas directement dans les projets au sens ingénierie du terme. On facilite les projets, on fait travailler les gens ensemble, les scientifiques, les ingénieurs, pour faire en sorte que on fasse des satellites qui fonctionnent, qui donnent des résultats scientifiques intéressants. Alors, tu peux peut-être en un mot nous dire, et ensuite je vais tout de suite passer la parole à Mathieu qui avait une question un peu générale. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à l'observation de la Terre par satellite? Oui. Alors, en fait, j'ai fait une thèse, j'ai une formation de physicienne et j'ai décidé de m'orienter plutôt vers les sciences de la Terre, donc la géophysique, sciences de la Terre interne. Donc, j'ai fait des études dans ces sciences-là, une thèse et un postdoc CNES d'ailleurs, sur les données satellitaires pour faire la mesure du champ magnétique de la Terre. Et ensuite, il y a eu une opportunité qui s'est présentée dans le CNES. Donc, comme c'était vraiment le sujet qui m'intéressait, l'étude de la Terre par satellite, j'ai pas hésité une seconde. D'accord. Alors, je crois que Mathieu avait une question à te poser, justement, un peu connectée à ça. Oui, donc pour rentrer un peu plus sur la précision sur les sujets, on va revenir sur la différence, quelle différence il peut y avoir entre les différents domaines du type océanographie, océanologie, et donc je sais que vous avez fait une thèse, comme vous venez de le dire, en géophysique interne, et qu'est-ce qu'on trouve dans la géophysique concrètement comme recherche? La géophysique, c'est toute la, comme son nom l'indique, hein, c'est toute la physique de la planète Terre. Donc tout ce qui régit la dynamique de la planète en quelque sorte. Hein. Donc que ce soit d'ailleurs, moi j'ai fait de la géophysique plutôt interne, donc tout ce qui est, je dirais, à la surface et sous nos pieds. On peut aussi faire de la géophysique externe, étudier la dynamique de l'atmosphère, tout ce qui est donc aussi marin, océanographie. Donc, tout ça, vous l'avez constaté d'ailleurs, on le remarque aussi ceux qui sont à Paris en ce moment même, c'est très dynamique. Il y a pas mal de mouvements, voire parfois un peu de perturbations. Tout ça, c'est régi par des lois de la physique, des équations de la physique. C'est compliqué à modéliser parce que ça demande d'entrer pas mal de paramètres, les conditions, les limites, le système, qui est quand même assez vaste. L'atmosphère interagit avec l'océan, elle interagit aussi avec la surface de la planète. L'intérieur de la Terre va parfois relâcher des vapeurs, par exemple volcaniques, dans l'atmosphère. Donc tout ça, c'est en interaction permanente. C'est un système extrêmement dynamique. Donc c'est ça la géophysique. C'est étudier la dynamique du système Terre dans toutes ses échelles, que ce soit les phénomènes très rapides comme des orages, ou des choses qui sont plus lents, la tectonique des plaques, en mettant un exemple. Bon, ça, c'est sur les temps géologiques que ça se regarde, que ça s'étudie. Et on est aussi amené à étudier les phénomènes souvent à l'échelle globale, mais on peut aussi resserrer l'angle d'étude et aller étudier des phénomènes plus locaux sur certains types par exemple un volcan ou une faille sismique. Ou un musculaire. Et là, on va aller étudier des phénomènes à des échelles de plus locales. Ça couvre la dynamique de la Terre à des échelles de la seconde au million, plusieurs millions d'années, et sur des échelles qui peuvent être toute la planète, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus localisées.
Merci. Merci. Est-ce qu'il y a... Alors, on a une nouvelle participante qui nous a rejoint, c'est Valentine, qu'on attendait. Bonjour. Bonjour, je suis absolument désolée de mon retard. J'ai eu des problèmes d'internet. Aucun problème, nous aussi, on en a eu quelques-uns. On vous laisse vous présenter en 2 minutes et puis ensuite on passera à une nouvelle question. Oui, je suis Valentine Delattre. Je suis auteure d'un blog de sciences, de vulgarisation scientifique qui s'appelle Sciences de comptoir, hébergé au Café des Sciences. Et je suis actuellement étudiante en master de biologie-écologie à Montpellier. Voilà. Parfait. Alors, puisque vous avez la parole, est-ce que vous avez déjà une première question à poser à Pascal? Oui. Est-ce que l'océanographie spatiale peut s'appliquer à la prévention des risques sismiques, comme les tsunamis par exemple? Alors, on rentre vraiment là dans un sujet très pointu. L'océanographie spatiale ne permet pas au monde d'aujourd'hui de prévoir, ne permet pas vraiment de prévenir le risque sismique, le risque tsunami. Il est arrivé lors du tsunami de 2004, mais c'était un hasard, une coïncidence. Le satellite altimétrique, à l'époque, ça devait être Jason 1 et Topex Poséidon, sont passés au-dessus de l'onde du tsunami et donc ont bien vu l'élévation du tsunami, alors qui en pleine mer est assez faible, hein, c'est pas plus de 50 cm, mais ils ont vu cette amplitude de 50 cm parce qu'ils sont passés au-dessus au moment où la vague passait. On n'a pas, au jour d'aujourd'hui, ce serait assez lourd, très lourd même à mettre en place des systèmes par satellite opérationnels de prévention des tsunamis. Je dirais pour l'instant, les systèmes d'alerte reposent sur effectivement le réseau sismique, sismologique, qui détecte les tremblements de terre, et sur un certain nombre de bouées équipées de GPS qui détectent le déplacement de la vague. Mais on n'a pas. Il faudrait imaginer des constellations de satellites, ce serait assez lourd à mettre en place. Et bon, c'est toujours un petit peu la difficulté de ce genre de dispositifs. Ce sont quand même des phénomènes qui arrivent relativement rarement et qui donc on a du mal à justifier de mettre en place des systèmes permanents coûteux pour étudier des phénomènes qui surviennent. Bon, Dieu merci, pas si souvent que ça. D'accord, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Là, tout de suite, qui vous vient? Personne? Moi, peut-être par rapport aux vagues, c'est-à-dire quel est le degré de précision par rapport aux mesures des vagues? Est-ce qu'il y a des... Alors, oui, les systèmes qu'on a qui fonctionnent actuellement, hein, donc en ce moment, nous avons trois satellites même d'altimétrie qui fonctionnent autour de la planète. Donc, nous avons les 2 satellites Jason 1 et Jason 2 qui volent d'ailleurs plus ou moins en tandem. Et un autre satellite qui vient d'être lancé, qui s'appelle Saral, et qui vient donc compléter en quelque sorte la constellation de satellites altimétriques. Et avec ces satellites, on mesure le niveau des mers avec une précision du centimètre sur la hauteur de la mer. Et donc ça vous donne une idée de la précision de ces capteurs-là. Alors comment on arrive à obtenir cette précision? Alors d'abord avec des altimètres qui sont des instruments qui mesurent en fait, on fait une mesure du temps d'aller-retour d'un signal qu'on envoie vers la surface de la mer qui se réfléchit et qui revient vers le satellite. Donc on mesure le retour du signal et on mesure très précisément la position du satellite avec plusieurs dispositifs. Donc, on a tout d'abord un dispositif qui repose sur le GPS, qu'on connaît bien, tout le monde connaît bien. On a également un dispositif assez analogue qui s'appelle DORIS, qui est un petit peu analogue au GPS, sauf qu'au lieu d'avoir une constellation de satellites à 24 000 km, on a des stations au sol qui remplacent en quelque sorte la constellation des satellites GPS. Et on a un troisième système qui est avec des tirs laser. Et ces satellites-là sont équipés de ce qu'on appelle des points réflecteurs, qui sont des miroirs disposés en coins et qui sont capables de réfléchir dans une lumière qui vient de n'importe quelle direction
et on tire avec des stations laser au sol, on tire sur le satellite. Et la lumière, donc là c'est pareil, c'est le même principe que l'altimétrie, en quelque sorte en inverse, c'est-à-dire que le signal vient du sol, va se réfléchir sur le satellite, et on calcule le temps d'aller-retour du signal laser pour en déduire la distance au satellite par rapport au point de tir laser. Voilà, donc, grâce à ces 3 dispositifs, on a une orbite très précise, également du même ordre d'idée, du centimètre, au centimètre près, tout au long de la durée de vie du satellite. Une question? Alors peut-être que pour situer un petit peu le contexte, que tu peux nous éclairer, Pascal, nous dire finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après l'océanographie spatiale? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a des outils satellitaires, à la fois peut-être pour les questions scientifiques, mais aussi peut-être pour un certain nombre d'utilisateurs professionnels dans le domaine maritime, par exemple? Tout à fait. Alors, la date clé pour l'océanographie spatiale, c'est 1992. C'est le lancement du satellite franco-américain Topex Poséidon, réalisé en coopération entre le CNES et la NASA, qui était un satellite donc, à vocation scientifique. C'est la communauté scientifique qui a élaboré ce projet avec les ingénieurs du CNES et de la NASA. Et ça a été vraiment le démarrage. C'est un satellite altimétrique, donc qui repose sur les principes que je viens de décrire. Donc des principes finalement assez simples dans leur fonctionnement, mais qui nécessitent quand même une certaine maîtrise technologique. C'était un système extrêmement innovant, surtout pour l'époque, puisque atteindre la précision du centimètre, c'est quand même pas très, très simple. Ça demande quand même beaucoup de maîtrise à la fois sur l'instrument lui-même, sur aussi toute ce qu'on appelle la physique de la mesure. Donc après, à partir d'un signal, en extraire l'information physique de hauteur des mers. Donc ça demande un peu de travail de traitement, même beaucoup de travail de traitement. Donc au début, c'était vraiment entre les mains, entre guillemets, des scientifiques. Et puis, comme ça marchait très très bien, en fait, grâce à ces satellites d'altimétrie, et donc grâce à Topex Poséidon, qui a également volé de concert avec les satellites ERS, qui peut également équiper de ce type d'instruments, on a pu donc établir en fait une sorte de météorologie des océans, donc en déduire la hauteur des vagues, la hauteur des niveaux de la mer, étudier également les vents. Donc la hauteur des vagues est souvent liée à l'intensité des vents, pas seulement, mais enfin disons que sur certains types de vagues, on sait que c'est lié directement à l'interaction avec le vent. Et avec ça, donc avec ces informations, on peut en déduire les courants et donc modéliser en fait la dynamique océanique à certaines échelles. Alors on ne va pas juste prendre celle, mais on est capable de modéliser sur la totalité des océans la dynamique océanique. Et on en a, à partir de là, on a commencé je dirais à partir de nous, ça marchait très bien. On a basculé vraiment dans le domaine des applications. Et à ce qu'on appelle donc maintenant l'océanographie opérationnelle, puisque c'est devenu, au même titre que la météorologie, un domaine où ça fonctionne en opérationnel. On a en permanence des satellites depuis 1992 qui font des mesures du critique. En permanence, on est capable de modéliser l'état des océans, et avec donc derrière plein d'applications. Je pense qu'on aura l'occasion de y revenir, mais assez rapidement, tout ce qui est navigation sur les océans, on s'est intéressé à connaître le courant. Bien évidemment, le point le plus court en mer n'est pas forcément la ligne droite. On peut être amené à tirer des bords en fonction des courants. Et donc ça, c'est une information extrêmement précieuse. On peut également modéliser donc, la dynamique océanique et donc, par exemple, la dérive de nappes de pétrole liées soit à un accident, soit à un dégazage illégal de la part de certains pétroliers. Ça, ce sont donc des applications qu'on sont maintenant pratiquées de manière courante. S'agissant d'ailleurs du dégazage des pétroliers, l'EMSA, qui est l'agence de l'Union européenne de la sécurité maritime, a mis en place un service opérationnel qui s'appelle CleanSeaNet et qui repose sur ce genre de mesures, de satellites. Et alors, les satellites ne sont pas utilisés tout seuls. Il faut quand même préciser que ces modélisations de l'état des océans
est obtenu grâce au satellite altimétrie, à d'autres informations qui peuvent venir aussi des satellites, comme la température des océans, également ce qu'on appelle la couleur des océans, qui apporte là plutôt une information. Et donc on utilise tout ça dans des modèles et on utilise également des données marines, donc des données qui sont prises par des bouées, qui sont donc réparties. Alors là c'est un petit peu le problème, je dirais, hein, les bouées elles sont réparties de façon pas aussi dense et aussi bien réparties que des mesures satellitaires qui ont par définition la possibilité de mesurer partout à la surface. Donc on a, voilà, grâce à cette complémentarité entre les moyens spatiaux et les moyens sols, à de la modélisation physique des données qu'on entre dans les modèles. On en déduit des modèles océaniques qui permettent de faire beaucoup d'applications. Donc je viens vous donner quelques exemples, mais on pourra y revenir. Alors là, justement, puisque tu parlais de dégazage, je vous ai projeté une image où effectivement on voit, alors on n'appelle pas ça, je crois, un dégazage, mais un déballastage. Voilà. Merci Séverine. Voilà, donc ça c'est un exemple d'application dont tu parlais par image radar, hein, je pense. Voilà, c'est ça. Donc là c'est alors il y a deux façons d'assurer ce type de service. Il y a d'abord repérer la nappe. Donc effectivement ça se fait avec des images radar. Donc typiquement c'était ce que était capable de faire le satellite Envisat de l'ESA qui malheureusement ne fonctionne plus, ou maintenant le satellite RadarSat des Canadiens, qui lui fonctionne depuis plusieurs années et continue de fonctionner. Et après, une fois qu'on a repéré la nappe, bien grâce au modèle de dynamique océanique, on est capable de dire où elle va aller, donc d'anticiper le déplacement de cette nappe et de éventuellement essayer, donc tant bien que mal, hein, évidemment, de protéger les côtes en mettant des billes flottantes, des choses comme ça. Bon, c'est jamais idéal et parfaitement hermétique, mais bon, ça permet quand même d'essayer de préserver un petit peu les côtes de phénomènes. D'accord. Alors, est-ce que ça suscite chez vous des questions? Oui, moi j'aurais une question du coup à propos de cette question d'environnement et on parlait de dégazage, etc. Je voulais savoir si on pouvait aussi, avec des satellites, vu qu'on peut surveiller des dégazages illégaux, on pouvait surveiller aussi des prélèvements illégaux de sable marin. Donc, il y avait un documentaire sur Arte qui parlait de cette question du sable. Et donc voilà, où en est la coopération internationale pour surveiller les ressources halieutiques, cette question de dégazage, qui fait quoi au niveau international, et puis est-ce que cette question du sable est sur la table ou pas? Alors, sur le dégazage, il n'y a pas de souci. Ce qu'on sait assez bien faire aussi, c'est détecter la pêche illégale. Il y a donc des services qui sont fournis. Alors, récemment, une filiale du CNES qui s'appelle CLS est signée avec l'Indonésie un contrat pour assurer ce type de service vers le gouvernement indonésien, donc de détection de la pêche illégale. Donc ça marche comment? On détecte les bateaux avec des radars. Et puis, donc et on demande aux bateaux de se signaler et de se déclarer. Alors là, tu as une image, Pascal, si tu veux. Ouais, si une image en support. Donc, voilà. Les bateaux qui sont déclarés et qui sont là où ils disent qu'ils sont, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais il y en a certains qui sont sur l'image et qui ne sont pas déclarés, répertoriés. Donc, ceux-là, on pense que s'ils n'ont pas envie de se déclarer, c'est qu'ils n'ont pas forcément le droit d'être là, ils n'ont pas forcément le droit de pêcher. Et donc, on peut assurer ainsi envoyer des navires ou des avions sur place pour leur demander des explications. Donc voilà, ça fonctionne bien. Donc ça, je dirais que ce sont les gouvernements qui achètent ce genre de service. Et puis, alors, s'agissant du sable, donc je réfléchis, je n'ai pas entendu parler de services relatifs à ça. Alors, une des explications, avec des moyens satellitaires. Alors, une des explications pourrait être que jusqu'à maintenant, les satellites d'altimétrie ne fonctionnent pas très bien dans le domaine côtier. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a fait Saral, alors qui est, je ne sais pas si vous le voyez, le satellite qui est derrière moi, on voit en image derrière. Donc, Saral, c'est un satellite franco-indien qui a été lancé en février cette année
et qui a la particularité d'avoir une fréquence de fonctionnement plus élevée que les satellites d'altimétrie classiques. Il a une tâche au sol qui est beaucoup plus fine, et donc on peut se rapprocher du domaine côtier et avoir des informations plus pertinentes sur le côtier avec les altimètres d'avant. J'aime bien les aspects un peu techniques, donc les anciens altimètres, Topex, enfin, qui fonctionnent toujours, donc ça ne fonctionne pas, fonctionner dans ce qu'on appelle la bande KU, et Saral, qui en fait l'altimètre Alti-KA, fonctionne, comme son nom l'indique, en bande KA. Donc ça permet voilà, d'avoir des meilleures précisions vers les côtes. Donc peut-être que ce sera une possibilité d'application avec Alti-KA, je ne sais pas. Mais voilà. Après maintenant, il y a peut-être aussi beaucoup de trafic à côté des côtes, hein, qui sont de la plaisance, qui sont plein de choses, et c'est peut-être plus difficile qu'en pleine mer d'assurer une surveillance de la navigation et d'éventuelles présences clandestines ou de personnes qui font des choses comme prendre du sable au fond des mers qui ne soient pas déclarées, reconnues. Voilà ce que je peux dire. Autre question? Antoine? Oui, alors, ouais. En fait, un peu comme Mathieu, moi je me demandais si l'océanographie spatiale en fait permettait de favoriser les collaborations internationales. On n'a pas trop parlé de ce point-là, mais comment ça se passe en fait entre les équipes de chercheurs à l'échelle mondiale en fait. Ben, alors, c'est effectivement une activité complètement internationale. Depuis le lancement de Topex Poséidon, en fait, il s'est créé une équipe internationale de chercheurs autour de ces activités d'altimétrie, qu'on appelle l'OST ST, donc c'est Ocean Surface Topography Science Team. C'est une équipe internationale de chercheurs qui travaillent avec les données. Alors, ils ont un rôle extrêmement important parce que d'une part, ils font tout ce travail dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assez complexe, de prendre la mesure du satellite, de la valider, de l'étalonner, de la transformer vraiment en information intéressante au niveau des mers. Ça demande quand même une bonne connaissance à la fois de l'instrument et de la façon dont tout ça fonctionne. Et donc c'est vraiment international. Au début, on a commencé, on était pas mal en franco-américain, mais ça s'est ouvert progressivement. Donc comme je l'ai dit, Saral, le satellite qu'on vient de lancer, est en coopération avec les Indiens. On a également fait des choses avec la Chine en leur fournissant un instrument DORIS, celui qui permet donc de faire l'altitude très précise du satellite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc un des satellites altimétriques chinois embarque un instrument DORIS que le CNES a fourni et comme ça on peut échanger des données au niveau international. Donc ça c'est vraiment, oui, c'est une des grandes forces de la science en général, hein, de travailler comme ça en communauté assez ouverte internationale. Laurence et Kylian, est-ce qu'on a des questions sur Twitter? Allô? Pas pour l'instant, Pas pour l'instant? mais ça va sur le tweet. D'accord. Paolo avait une question sur les ouragans, je crois. Paolo? Oui, Vous aviez une question sur les ouragans? oui. La questione è sulla temperatura dell'eau océanique. Différence très importante pour la prévision de cyclones tropicaux. Et nous avons des satellites pour le monitorage de cette température de l'eau dans l'océan. Oui, tout à fait. Donc un des paramètres qu'on mesure bien depuis l'espace, c'est effectivement la température des océans. Mais la hauteur des mers donne également une indication sur la température, puisque quand c'est chaud, ça se dilate, et donc c'est plus haut. Donc on peut aussi accéder à cette information grâce à l'altimétrie. Mais donc en mesurant ces paramètres, effectivement, on peut suivre on constate que dans certaines zones qui sont très chaudes naissent des cyclones. Et on a effectivement pu constater que plus la température est élevée, plus la température s'élève en général, en particulier en raison du changement climatique, et plus les cyclones risquent d'être intenses.
Donc là, tu as une carte du globe, par exemple, avec les cartes de température sur le... Température, voilà, de la surface de la mer, donc qui est un paramètre bien connu depuis l'espace. Alors, comme toujours avec les satellites, hein, ça donne une information superficielle. Ensuite, donc, on peut avoir donc, des bouées qui sont des bouées qui plongent, hein, qui sont des plongées qui remontent ensuite des informations de profondeur. On peut donc ainsi avoir coupler les informations de surface avec des informations plus profondes et ainsi avoir, je dirais, peut-être pas une description complètement 3D des océans, mais bon, ça commence quand même à devenir des informations assez relativement denses et relativement 3 dimensions. Une autre question, Valentine. Oui. Est-ce que vous avez parlé de la dynamique, je recommence, la dynamique des courants marins tout à l'heure. Est-ce que dans ce cadre, par exemple, en essayant de prévenir la différence de vitesse de ces courants, est-ce que vous avez déjà travaillé ou êtes actuellement en train de travailler sur le réchauffement climatique? Oui, alors, en fait, un des indicateurs frappants du réchauffement climatique, c'est la montée du niveau moyen des océans. Alors donc, on peut mesurer le niveau des océans avec des marégraphes à la surface, enfin, en général installés dans les ports. On peut également donc mesurer, comme je l'ai dit, la hauteur du niveau des océans avec les satellites. Alors les marégraphes, on le fait depuis très longtemps, hein, je ne sais pas, depuis des centaines d'années peut-être maintenant. Avec les satellites, c'est donc seulement depuis 1992. Mais en tout cas, depuis 1992, on a une augmentation moyenne du niveau des océans qui est à peu près de 3 mm par an. Donc c'est en moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits du globe où ça peut atteindre 1 cm par an, ce qui fait quand même 1 mètre au bout d'un siècle, c'est pas rien. Et dans certains autres endroits du globe où le niveau des mers, au contraire, va descendre. Hein, mais en moyenne, c'est 3 mm par an. Et on met cette augmentation du niveau des océans sur le compte à la fois donc, du réchauffement global de l'océan, donc qui le dilate, hein, ça chauffe, donc ça se dilate, et aussi par la fonte des eaux des glaciers continentaux qui viennent se déverser dans les océans par ruissellement. Voilà. Donc ça, c'est un indicateur assez frappant du réchauffement climatique. Ça, c'est clair. Là, j'ai retrouvé une carte, je crois, d'élévation du niveau moyen de... Je ne sais pas de quand elle date, mais... Donc, vous voyez, c'est quand même assez hétérogène à la surface de la Terre. Et là, en l'occurrence, c'est la Méditerranée, surtout. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très, très hétérogène. Et donc, c'est là où les satellites sont intéressants parce qu'ils vont vraiment pouvoir, sans aller forcément mettre un marégraphe partout, étudier ça à la fois sur les côtes et aussi en pleine mer. Merci. Tant que j'y suis, est-ce que je peux poser une deuxième question? Mais bien sûr. Merci. Quelles sont les applications, plus précisément en écologie, de l'océanographie spatiale? Alors, en écologie, alors je dirais, si donc on définit l'écologie par la préservation des ressources, la pêche illégale dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est directement, je pense, dans ce champ-là. Également le contrôle, même sans aller forcément jusqu'à, je dirais, de traquer les pêcheurs qui pêchent dans l'illégalité. On peut aussi, par des systèmes qui combinent à la fois l'observation spatiale, donc la détection des navires, et aussi un certain nombre d'informations qui sont transmises par les bateaux, faire aussi un suivi des quotas de pêche. Donc ça, c'est extrêmement important pour préserver la ressource. On peut également faire des suivis de pollution. Donc un des intérêts du spatial, c'est que ça permet de détecter ce qu'on appelle les alga blooms, qui sont en quelque sorte des explosions algales, d'algues qui peuvent être nocives pour la santé et pour tout ce qu'on peut pêcher dans ces zones touchées par ces algues. Et donc ça, c'est des phénomènes qui peuvent être assez rapides, qui sont très envahissants, et donc voilà, on peut ainsi suivre les principales pollutions, on va dire, du milieu marin. D'accord. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus à propos de pollution et de milieu marin. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le 8e continent, donc des grandes masses de plastique qui flottent à la surface de l'océan. C'est plus une question de géologie que j'ai, mais est-ce que
l'humanité va laisser une trace géologique sous la forme de plastique dégradé dans des sédiments océaniques? Ça, j'en sais plus trop rien. Ça doit finir par se décomposer, ces choses-là, mais ça prend du temps. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a ce continent de plastique qui flotte entre deux eaux, et qui donne pas, enfin voilà, c'est pas très forcément très réjouissant de se dire qu'on a accumulé des quantités importantes de plastique qui vont finir par se dégrader, mais ça va prendre très très longtemps. Alors est-ce qu'il en restera une trace? Moi, je pense qu'après, une fois que c'est dans les sédiments, ça doit plus vraiment être sous forme de plastique. Et bon, je sais pas. Je sais pas trop répondre à la façon dont ça se dégrade et est-ce que ça laisse une trace derrière. Enfin déjà, je dirais déjà pour nous, pour nos enfants, je pense qu'on a déjà fait quelques dégâts avec ces plastiques qui encore une fois actuellement sont entre deux eaux. D'accord. Et est-ce que ces masses de plastique, on les voit sur satellite? Alors, en fait, je crois, mais là, je ne suis pas certaine. Je pense qu'on ne les voit pas directement. Par contre, en étudiant la dynamique océanique, on sait où cette quantité de plastique s'accumule, en fait. On explique pourquoi, dans une certaine zone de l'océan, on a une accumulation de ces déchets, en fait. D'accord. Parce que, encore une fois, ils sont entre deux eaux. Ils sont pas vraiment en surface. Donc, je suis pas sûre qu'on ait vraiment des images satellitaires. Par contre, là, encore une fois, toute cette modélisation de l'océan permet de bien comprendre pourquoi ça s'accumule en certains endroits et ça forme quasiment un continent. D'accord, merci. Alors, Valentine parlait tout à l'heure de réchauffement climatique et je voulais vous suggérer cette image qui est en fait une animation. Et peut-être que Pascal peut réagir sur. Ouais. Alors en fait, ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien depuis l'espace, hein, puisque donc là on est, je ne sais pas si c'est au Groenland là, mais enfin, en tout cas on est dans des zones qui ne sont pas forcément toujours très faciles d'accès. Donc grâce à des images radars, on voit très très bien la glace se détacher comme ça, donc ce qu'on appelle le vélage des glaciers, hein, en région polaire. Donc il y a un phénomène qui est assez naturel, mais évidemment avec le réchauffement climatique a tendance à s'accélérer. Voilà, donc les phénomènes sont amplifiés par le réchauffement climatique d'une certaine façon, avec des années où ça a été particulièrement, où on a eu des pics très très importantes de banquise. En 2007 en particulier, on a vraiment eu une fonte très très importante, assez exceptionnelle. Et donc voilà, on peut suivre aussi la dérive de ces glaciers ou de ces gros icebergs dans les océans. Et l'Agence spatiale européenne a lancé un satellite qui s'appelle Cryosat. On a travaillé avec eux sur cette mission. Il y a un instrument de risque qui est embarqué, c'est le CNES qui fait l'orbite précise de ce satellite, et qui lui va donc étudier en fait les glaces de mer, donc justement ces morceaux de glace qui dérivent dans l'eau, et il est capable donc d'étudier la quantité de glace comme ça qui dérive dans les océans. Est-ce que ça vous inspire de nouvelles questions? Célia? Alors, moi, j'en aurais une. Pardon. Allez-y. Alors, Célia et ensuite Valentine. Pardon. Moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Là, c'est un peu différent. C'est comment les citoyens, avec tout ce qu'on appelle les citizen science, par exemple, avec tout ce qui est applications portables sur leur mobile, peuvent aider à peut-être récolter des données et être en lien avec les projets au niveau du spatial, au niveau de l'océanographie. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qui se mettent en place? Alors, les citoyens, je ne sais pas, mais pourquoi pas, hein. Je pense que déjà, on pourrait équiper un certain nombre de navires de plaisance, de capteurs de température. Je ne trouve pas que ça se fasse, mais en tout cas, il y a des navires comme Tara Océan, qui sont des navires qui sont un peu dédiés à ça quand même, hein, sont équipés de capteurs. Je pense qu'il y a des navires des navires qui font des parcours assez systématiques, sont équipés de capteurs pour faire des mesures. Donc, ça existe, je dirais, dans un certain cadre.
Au niveau des citoyens et du grand public, je ne crois pas que ça se pratique maintenant, là, en ce moment, mais c'est sans doute quelque chose qui va se développer, très certainement. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'encore une fois, la donnée spatiale, à un moment, on est obligé de la confronter avec la donnée, ce qu'on appelle la donnée in situ, hein, donc vraiment sur site, dans l'eau, à la surface de l'eau, pour vérifier que nos capteurs sont de bonne qualité et faire ce qu'on appelle le talonnage de ces capteurs. Donc ça, c'est des choses, effectivement, c'est sans doute amené à se développer, cette participation citoyenne à la mesure scientifique. Valentine? Oui. Quand vous parlez de mesurer la température des océans, c'est par satellite ou par le biais des bouées uniquement? Les deux. Par satellite, et comment vous faites? Ben, en fait, on mesure la réflectance, la réflexion de surface. Donc, en fait, on mesure la lumière du soleil est réfléchie par les océans et cette réflexion dépend de la température. Voilà. Ah bon? D'accord. Merci. Autre question? Antoine? Allô? Antoine, on ne vous a pas entendu. Ah, le micro est coupé. Ouais, non, c'est ça. Pardon, désolé. Si les questions que j'avais, ce serait pour revenir encore sur les données. En fait, est-ce qu'il y a des choses qui sont en données ouvertes, justement? Est-ce qu'il y a des données disponibles? Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. En général, hein, de manière générale, les données des satellites scientifiques du CNES sont des données accessibles. Il n'y a pas vraiment d'embargo, c'est pas payant. Donc voilà. Alors après, vous pouvez aller sur le site Aviso, qui est un site qui fournit des cartes, des données de manière gratuite. Vous pouvez aussi aller sur le site de ce qui s'appelle donc Mercator Océan, ou dans sa version européanisée MyOcean. Et là aussi, vous trouverez non seulement des cartes, mais aussi des prévisions de l'état de la mer. MyOcean fait des prévisions à 15 jours grâce à l'intégration des données satellites, des données de bouée et des modèles dynamiques océaniques. Ok, merci. Et ça, c'est accessible par tous. Hein. C'est à la fois dans tout ce qui est données scientifiques, dans toute une politique d'ouverture de données importantes. Et là, je dirais, il y a aussi derrière MyOcean, par exemple, qui est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme GMES, ou Copernicus, maintenant le nouveau nom de GMES, donc, qui est un programme de suivi de l'environnement par satellite et par moyens terrestres. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir des services gratuits pour les politiques, pour les citoyens, pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie d'avoir accès à des informations relatives à l'environnement. D'ailleurs, que ce soit l'océan ou les surfaces, les forêts, l'atmosphère. Tout ça, ce sont des choses donc, qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'Europe. Autre question? Laurence, Kylian, toujours pas? Mathieu, une nouvelle question? Je réactive mon micro. Est-ce que oui, je voulais savoir au niveau plus global dans les médias, etc. Je sais qu'en sciences cognitives, on a toujours des neuromythes et des idées préconçues. Est-ce que en ce qui concerne l'océanographie et le climat, ça vous arrive aussi d'avoir des mythes et des espèces d'erreurs, mais qui sont coriaces et qui à chaque fois reviennent quand on parle de votre domaine d'expertise dans les médias ou dans le grand public? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on a des mythes? Ça, c'est une bonne question. Je n'en vois pas là tout de suite, mais j'en vois pas, mais l'Atlantide, par exemple. Non, il n'y a pas de. Je vais réfléchir comme ça en tâche de fond là, et si j'ai quelque chose qui me vient, mais a priori je vois pas comme ça, mais peut-être qu'il existe effectivement des sortes d'idées préconçues.
qu'on a réussi même d'ailleurs peut-être à casser avec la connaissance scientifique apportée par les satellites. J'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, mais peut-être. On va voir. Je réfléchis. Il y en a peut-être qu'elles sont liées à la question du climat et du changement climatique, peut-être. Sur le climat et le changement climatique, bien écoutez, c'est pas facile de tout expliquer, ça c'est clair. D'ailleurs, le GIEC est en train de travailler sur son prochain rapport là, et je pense qu'il y a pas mal de choses assez inattendues de la part des scientifiques dans ce futur rapport du GIEC, comme quoi le réchauffement des températures s'est ralenti, alors que c'était pas forcément ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, oui, il y a peut-être des choses qui vont aussi évoluer avec le futur rapport du GIEC. Ça, c'est bien possible. D'accord, merci. Paolo, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu. Pas d'autres questions? Oui, c'est bon. Valentine? Bon, bah d'accord. Est-ce qu'il y a aussi des applications de ce domaine-là en géologie, par exemple? Tout ce qui est sciences de la Terre? Ah, bah, avec les satellites, vous voulez dire? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. On n'observe pas que les océans. Ça, c'est l'avantage des satellites, c'est qu'ils vont partout, entre guillemets, tout en restant sur leur orbite, bien sûr. Donc, en fait, en géophysique, oui, on fait pas mal de choses. Alors déjà, on observe la surface, hein, donc grâce, par exemple, à des satellites comme Pléiades, on peut étudier les volcans, certaines failles sismiques. Alors, une des grandes avancées permises par les satellites, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie radar. Donc, en fait, c'est en prenant 2 images radar avant et après, par exemple, un tremblement de terre, on a été capable de cartographier les déplacements du sol avec des précisions pareilles de l'ordre du centimètre, et donc de bien comprendre tout ce qui se passait autour de la faille sismique. Que le sol ne bouge pas de manière uniforme, comme on pourrait imaginer. Hein, donc c'est assez complexe. Donc ça permet de comprendre la façon dont le sol réagit au déplacement de la faille elle-même. Donc ça a vraiment été une grande avancée permise par les satellites. Le GPS aussi permet d'étudier la dynamique, hein, en mettant des GPS partout à la surface du globe. Alors on étudie les déplacements, alors prochainement Galileo bien sûr, hein. On pourra faire exactement la même chose avec Galileo, étudier les déplacements de ces points GPS, équipés de GPS à la surface du globe. On le fait aussi avec Doris d'ailleurs, on peut aussi étudier, puisqu'il y a des stations au sol Doris, on peut aussi étudier, grâce à tous ces systèmes en fait de radiopositionnement, on peut mailler en quelque sorte la Terre et étudier les déplacements des différents points de référence. Une autre autre chose qu'on peut faire grâce aux satellites, même ça depuis assez longtemps, c'est d'étudier ce qu'on appelle la géodésie ou la forme de la Terre. Donc là, ça repose sur des satellites. En fait, ce qui est important, c'est de mesurer très précisément l'orbite des satellites. Donc les premiers satellites en fait de géodésie étaient des boules équipées de plusieurs dizaines de points réflecteurs, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc comme des sortes de miroirs un peu à multifacettes, donc couvertes de miroirs comme ça, et donc on tire au laser depuis le sol sur ces satellites et on en déduit leur orbite au centimètre près. Et donc ça permet d'avoir une connaissance très précise de ce qu'on appelle le champ de gravité, puisqu'en fait l'orbite des satellites, elle n'est pas parfaitement circulaire, hein, même que la Terre n'est pas non plus une sphère parfaite. Donc l'orbite des satellites n'est pas parfaitement circulaire, elle subit des creux et des bosses qui sont liés en fait à la masse, à la façon dont la masse est répartie au sein de la Terre. Donc ça permet de connaître justement donc, cette répartition des masses à l'intérieur du globe. On peut également mesurer le champ magnétique depuis la Terre, hein, ça marche très très bien. On mesure le champ magnétique et on en déduit donc par exemple la composante principale du champ magnétique qui est le mouvement dans le noyau de la Terre, hein, à plus de 3000 km sous nos pieds. Ce noyau qui est agité, donc qui est principalement constitué de fer et qui est agité de mouvement. Et ça crée un champ magnétique, un peu comme une dynamo de vélo. On mesure très bien depuis l'espace. L'Agence spatiale européenne va lancer en fin d'année 3 satellites en fait, qui s'appellent Swarm.
pour lequel le CNES a fourni des magnétomètres, des instruments donc, qui mesurent le champ magnétique, et en particulier la valeur absolue du champ magnétique. Et grâce à ces 3 satellites, on va connaître, comme on n'a jamais pu le connaître et le mesurer, le champ magnétique terrestre. Donc comprendre ce qui se passe dans le noyau de la Terre, comment le champ magnétique traverse les différentes couches de la Terre pour arriver après dans l'espace. Voilà, tout ça, ce sont des sujets. Alors, on avait des mesures du champ magnétique avant les satellites, mais là, encore une fois, le gros avantage des satellites, c'est la distribution des points de mesure partout à la surface, très dense, avec des précisions. Donc, on envoie des instruments. C'est de l'orfèvrerie qu'on envoie dans l'espace. C'est des choses qui sont très précises, ce qui d'ailleurs représente quand même un certain challenge pour les ingénieurs, puisqu'on envoie des petits bijoux dans l'espace, et ces petits bijoux, il faut d'abord les envoyer dans l'espace, donc ils sont dans un lanceur qui les secoue comme s'ils étaient dans un tambour de machine à laver. Après, ces petites merveilles de précision sont soumises à des variations de température de plusieurs dizaines de degrés, suivant qu'ils sont au soleil ou pas au soleil. Enfin, voilà, et tout ça, ça marche bien. In fine, ça marche très bien. Ça sert beaucoup les scientifiques, ça c'est clair. Donc en général d'ailleurs ce sont leurs idées qu'on met en œuvre. Et de plus en plus maintenant aussi des gens qui font des applications très concrètes, comme on l'a vu tout à l'heure, le suivi de la pêche. Alors en géophysique, les applications, ça va être, je dirais, tout ce qui est un petit peu... alors c'est pas vraiment de la géophysique, mais disons aménagement du territoire, comme on cartographie la surface de la planète, on peut, et ce depuis un certain temps, on peut suivre l'évolution de certaines zones, que ce soit donc des zones habitées, ou des forêts, ou des volcans. Donc ça, ça peut marcher de manière tout à fait opérationnelle, vu en particulier les satellites d'imagerie, il y en a quand même beaucoup. Nous, on a cité Pléiades pour le CNES. Il y avait Envisat pour l'ESA, il y avait Spot, il y a toujours Spot d'ailleurs, et des satellites américains. Donc, cette imagerie, il y en a vraiment un grand nombre qui orbitent autour de la Terre. Et donc ça, la Terre, elle est cartographiée en permanence avec des très hautes résolutions en plus. Je vous invite à aller voir, si vous avez l'occasion, au Bourget, la carte de Paris prise par Pléiades, qui est devant le pavillon du CNES. Voilà, on voit quasiment on voit les gens, presque les gens sur les ponts. On voit des détails assez fins. C'est remarquable. Et donc pour Swarm, en fait, le lancement a été repoussé. Il serait prévu vers octobre 2013, c'est ça? C'est ça. Ouais. On croise les doigts. Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous. Oui. Et je voulais savoir, à propos du champ magnétique, où est-ce qu'on en est de son étude, de son possible retournement? Est-ce qu'on a des nouveaux éléments à ce sujet-là? Alors, le champ magnétique, ces dernières années, avait effectivement connu une certaine baisse de son intensité. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On n'arrive pas encore, au jour d'aujourd'hui, à prévoir l'évolution du champ magnétique. C'est peut-être un challenge, c'est certainement un challenge pour les scientifiques pour le futur. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de comprendre à peu près comment ça fonctionne. La dynamo terrestre, c'est assez compliqué, mais on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Il y a des modèles numériques qui sont à peu près représentatifs de ce qui se passe. On est aussi capable de faire des modèles analogiques, ce qu'on appelle des modèles analogiques. On fait tourner des fluides dans des sphères, et on regarde le champ magnétique qui peut être généré par un certain par la rotation de matériaux conducteurs. Mais voilà, on n'est pas encore capable de prédire le champ magnétique, donc on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Le fait est que dans le passé, les inversions du champ, donc vraiment la boussole qui va basculer complètement du nord au sud, ça se fait sur plusieurs milliers d'années quand même, c'est pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, se sont accompagnés d'une baisse importante de l'intensité du champ magnétique. Alors, l'inverse n'est pas forcément vrai, il y a eu des baisses du champ magnétique qui ne se sont pas forcément accompagnées
de renversement du champ. Parfois, c'est simplement, on a l'impression simplement que le pôle va un petit peu descendre, se déplacer assez fortement en latitude, et puis revenir après vers le pôle. Mais bon, voilà. Donc ça, on ne sait pas anticiper ce genre de choses. Merci. Et comme il faut plusieurs centaines, milliers d'années pour le savoir, malheureusement, je crois qu'on ne le saura pas. D'accord. Juste, je pensais tout à l'heure à une question un peu simple, mais qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle de l'altitude de différents satellites qui sont utilisés en astronographie. Qui se situe où et est-ce qu'il y en a qui changent d'altitude, est-ce qu'il y en a qui bougent, et aussi le plan des déchets en orbite, est-ce qu'il y a certains instruments qui sont menacés et particulièrement plus sensibles au micro-impact parce que tous ces satellites vont quand même très vite. Donc voilà, juste revenir là-dessus. Ouais, alors s'agissant des orbites, en fait, j'ai travaillé, je dirais, alors les satellites, si on se limite aux satellites d'océanographie dans un premier temps, il y a donc deux types d'orbites au jour d'aujourd'hui, hein, peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, mais enfin pour l'instant, on a l'orbite qui est une orbite très couramment utilisée, qui est l'orbite polaire à 800 km d'altitude. Alors, il y a l'avantage de permettre de couvrir, comme tout le monde l'a dit, qu'elle est polaire, donc elle passe au-dessus des pôles, elle couvre toute la planète. Alors après, les satellites de la série Jason et Topex avant Jason sont sur des orbites qui sont utilisées que par ce type de satellite, des orbites à 1200-1300 km et qui sont ce qu'on appelle des orbites inclinées. Donc ces satellites-là, en fait, ne passent pas au-dessus des pôles. Hein, donc il y a toute une zone en fait qui n'est pas vue par ces satellites. C'est pour ça qu'on a un peu besoin de. Par contre, l'avantage de ces satellites, c'est qu'ils s'affranchissent de ce qu'on appelle le phénomène des marées. Et donc on a comme ça une certaine complémentarité entre les deux types d'orbites. Hein, donc au jour d'aujourd'hui, ce qui a été estimé comme étant idéal, c'est d'avoir au moins un satellite sur chaque type d'orbite. C'est ce qu'on a actuellement, hein, puisqu'on a Saral qui est sur une orbite à 800 en polaire, et Jason 1 et Jason 2 en fait sont sur des orbites à 1200 km. Alors c'est des orbites qui sont pas faciles parce que c'est des orbites qui sont extrêmement soumises à aux radiations. Hein, c'est des zones qui sont pas très sympathiques pour les satellites en général. Donc ça demande quand même des développements particuliers. Et alors il y a une troisième orbite qui est assez couramment utilisée, mais pas en océanographie, c'est l'orbite géostationnaire. Et là, par contre, ça va être par exemple les satellites de météorologie. Cela étant, les satellites de météorologie peuvent aussi servir à l'océanographie, hein, puisque comme on l'a dit, il y a un couplage entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, les satellites d'océanographie et de météorologie apportent des informations complémentaires hein, des informations fournies par les satellites d'océanographie. Et en géostationnaire, le gros avantage, c'est qu'on observe un point du globe quasiment en permanence. Hein, on est capable de faire une image toutes les 15 minutes, par exemple. Et ainsi suivre des phénomènes qui ont des croissances extrêmement rapides, hein, comme les tempêtes, les tornades. Oula, on t'a un petit peu perdu. Ah, voilà. Pardon. T'es peut-être devant ton micro, Pascal, parce qu'on te perd un peu au niveau du son. Je suis trop loin. Ah voilà. Je me rapproche. Donc je disais, ouais, donc en météorologie, on utilise aussi deux types donc, de satellites. Hein. Les satellites donc en orbite basse polaire à 800 km, c'est une orbite qui est extrêmement utilisée. Donc après, on va peut-être revenir sur la question des débris. Et l'orbite géostationnaire. L'avantage, c'est que les satellites qui sont à 800 km, encore une fois, ils couvrent tout le globe. Puisque bien, la météorologie, c'est vraiment quelque chose qui s'étudie au niveau global. Puisque bon, sans forcément aller dire qu'un battement d'aile de papillon à Miami va peut-être déclencher une tempête en Europe, il y a quand même voilà, des liens forcément entre tous les vents du globe. Et donc ça, c'est une dynamique qu'il faut étudier de manière globale. Donc ça, c'est le gros avantage des satellites à 800 km. Et encore une fois, les satellites géostationnaires vont venir compléter les satellites en orbite plus basse pour étudier les phénomènes qui se développent de manière locale, de façon très rapide. Vous m'entendez mieux là C'est mitigé. Bon, mais enfin, je crois qu'on a compris. Et donc la dernière partie de la question de Mathieu, c'était sur les débris.
les débris. Donc on suit, alors ça n'a pas toujours forcément été le cas, mais depuis plusieurs années, on se conforme à des règles, donc qui sont des règles qui sont données par le COPIOS, hein, qui est un comité de l'ONU sur les activités spatiales. Donc la règle, c'est la rentrée à 25 ans. Donc on équipe maintenant tous les satellites qui sont lancés de suffisamment d'hydrazine pour pouvoir les orbiter, les descendre, disons, descendre leur orbite, puisque plus un satellite est bas, et puis il va rentrer rapidement dans le frottement de l'atmosphère résiduelle, hein, puis il va rentrer rapidement dans l'atmosphère et brûler dans l'atmosphère. Donc, pour les satellites en tout cas en orbite basse, c'est ce qui est préconisé, hein, donc c'est de les mener sur une orbite qui permet de faire rentrer en 25 ans. Alors, avec la loi sur les opérations spatiales, la réglementation s'est même durcie. Hein, donc, maintenant, il faut aussi qu'on démontre qu'il y a un risque extrêmement faible de tuer une personne avec une rentrée de satellite. Hein, donc, il y a toute une démonstration à faire. Et je dirais pour les petits satellites qui brûlent assez bien dans l'atmosphère, c'est la règle des 25 ans qui va toujours s'appliquer. Pour les gros objets, c'est plus compliqué. Pour éviter justement des accidents, on va être obligé de contrôler l'entrée de ces satellites dans l'atmosphère afin de les faire tomber sur des zones non habitées. Donc voilà, donc ça c'est pris en compte. Le géostationnaire, eh bien c'est un petit peu différent parce que ceux-là, par définition, ils sont très hauts, à 36 000 km. Donc on est amené je dirais, à opérer de façon totalement opposée, c'est-à-dire en fait, ceux-là, on les remonte. On les sort de l'orbite géostationnaire, on les met sur des orbites cimetières, parce que ceux-là, pour le coup, ils ne rentrent pas du tout dans l'atmosphère, hein, ça c'est pas possible. Donc après, il y a des réflexions qui sont en cours également pour aller nettoyer, parce qu'il y a plein d'objets qui n'ont pas suivi la réglementation, ou c'est avant que toute la réglementation existe. Donc il y a quand même beaucoup d'objets dans l'espace. Et il y a des gens qui réfléchissent à la façon d'aller nettoyer l'espace. C'est quelque chose qui, je pense, effectivement, va devenir quand même important parce que on sait très bien que l'impact même d'un petit débris de la taille d'un boulon peut faire des dégâts dramatiques sur un satellite, sur n'importe quel autre objet dans l'espace. Percuter un satellite, ça veut dire donc très souvent générer d'autres débris par des effets qui peuvent aller jusqu'à une sorte d'explosion de satellite. Donc c'est vraiment un sujet assez critique. Donc je pense que c'est important de commencer à réfléchir à ces sujets-là. Et c'est un sujet qu'on prend en compte. D'accord. Et juste une dernière petite question, du coup, les satellites, les petits satellites dont la mort est programmée à 25 ans, ils font quelle masse à peu près? Alors les satellites, c'est assez variable, hein. Vous avez des satellites qu'on appelle les nanosatellites qui font quelques dizaines de kilos. Bon, ils font pas non plus des choses extraordinaires. Hein. C'est vrai, quand on voit toute la technologie qu'il y a dans nos téléphones, on se dit que il y a sans doute matière, même dans un satellite de quelques dizaines de kilos, de faire pas mal de plus en plus de choses, grâce à la miniaturisation. Les plus gros satellites ont plusieurs tonnes. Hein. On a le cas du satellite Envisat, qui fait une dizaine de tonnes, qui est un des plus gros satellites d'observation de la Terre, enfin le plus gros satellite d'observation de la Terre qui ait jamais été lancé. Les satellites de télécommunication sont des très gros objets, du même ordre de grandeur. Donc voilà, c'est très large comme palette de taille et de poids. Alors on a une... Envisat avait la taille d'un bus, à peu près. Et puis les petits satellites qu'on a fait au CNES pour la science, qui sont dans la série Myriade, c'est à peu près la taille d'une machine à laver. Sans compter les panneaux solaires, évidemment, qui ont une grande envergure. Merci. On a une question de Twitter, Laurence. On ne t'entend pas, Laurence. Oui, c'est une question donc sur Twitter de Axel Villarfort
qui demande: est-il possible de suivre les dégazages sauvages, de les signaler et de les punir? Oui, la réponse est oui, tout à fait. Donc, il faut d'abord donc détecter le dégazage. Donc ça, ce sont les satellites radars qui vont repérer en fait, c'est un changement d'état de surface des océans, hein, puisque donc la rugosité de l'océan est plus faible. C'est assez lisse, hein, une nappe de pétrole, donc ça change l'état de surface de la mer. Donc on voit très bien le contraste avec les satellites radars. Donc on peut ainsi détecter la nappe. Et puis ensuite, eh ben, il faut aller envoyer des avions sur place, ou la police en mer, hein, pour aller interpeller le fautif, hein. Là, ça marche assez bien. C'est des services qui existent de façon opérationnelle au niveau de l'Europe, par exemple. Alors, je vous ai remis l'image qu'on avait tout à l'heure. Et puis, je vous en projette une autre qui est encore plus impressionnante. Donc ça, c'est pas du radar, hein, ça c'est je pense que c'est c'est Spot 5 qui a, ça c'est une photo carrément de la marée noire en Louisiane. Voilà. Donc ça se voit bien effectivement depuis l'espace, hein, parce que enfin, malheureusement, c'est quand même des grosses quantités de pétrole. Et encore une fois, ça a un effet assez immédiat sur la surface, l'état de surface. Donc ça, qui vont avec une image optique, effectivement, là, on voit carrément les détails. Bien, mais écoutez, ça fait quand même plus d'une heure qu'on se parle. Même si c'est très intéressant, il va falloir conclure, je pense. Alors, sauf si quelqu'un a une question qu'il a sur le cœur et qui veut absolument pas laisser passer. Oui, moi j'en ai encore une. Valentine. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce serait imaginable de pouvoir étendre le sujet d'étude de l'océanographie à d'autres planètes? Je pense à Mars notamment. Alors, on cherche de l'eau sur Mars. Donc, les océans, je pense qu'il n'y en a plus, en tout cas. Il y en a peut-être eu. Mais de toute façon, toutes les techniques, je dirais, qu'on applique sur Terre, on les applique aussi en planétologie, hein. Je pense qu'il y a, alors bon, la difficulté supplémentaire, je dirais, en planétologie, c'est qu'il faut encore travailler sur des capteurs plus petits, parce qu'il faut les envoyer plus loin. Donc, tout ça, effectivement, ça nécessite quand même, c'est coûteux, hein, d'envoyer des objets dans l'espace quand même, et plus on les envoie loin, et plus c'est coûteux. Donc, en planétologie, le défi, c'est un petit peu, je dirais, dans la miniaturisation des instruments, donc qui du coup sont pas forcément toujours aussi précis que ceux qu'on fait au niveau de l'observation de la Terre, hein, mais tout ça, je dirais, ça se nourrit, hein, l'observation de la Terre a pu se nourrir de certaines choses qui ont été faites pour la planétologie et inversement, voilà. Donc ça, je pense que d'ailleurs très souvent, ce sont les mêmes scientifiques qui sont spécialisés dans un type de mesure, par exemple le champ de gravité. Quand on sait étudier le champ de gravité de la Terre, on sait étudier le champ de gravité de Mars. C'est les mêmes types de capteurs qu'on utilise, c'est les mêmes principes. Donc voilà, les scientifiques peuvent très bien passer d'un domaine à l'autre sans difficulté, à partir du moment où ils ont des mesures qui sont adéquates et comparables. Voilà. Donc ça c'est vraiment des choses qui se font déjà maintenant, hein, au jour d'aujourd'hui. On étudie les planètes et on compare. On fait beaucoup de comparaisons d'ailleurs entre les planètes. Grâce à ces mesures un peu similaires qu'on peut faire sur différentes planètes, étudier leur histoire, l'évolution des planètes, essayer de faire des comparaisons. Elles ont chacune leurs caractéristiques, bien sûr, hein. Déjà, leur éloignement au Soleil est différent. C'est des planètes telluriques, qu'on appelle telluriques, ou des planètes gazeuses. Donc elles ont chacun, bien sûr, des caractéristiques très, très différentes, mais on peut les étudier avec les mêmes techniques. Tout à fait. D'accord, merci. Là, pour conclure, vous avez du coup une image de la calotte polaire de Mars qui ressemble en fait assez à une image d'observation de la Terre. Donc voilà, pour illustrer justement ce dont parlait Pascal, la planétologie comparée. Oh, pardon.
Vous Voilà. voulez pas faire une petite question sur le futur? Juste un point sur le futur. Personne m'a demandé. Et après? Bah, moi, je te la pose, hein, si tu veux. Ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas la réponse, parce que la plupart des questions, malheureusement, je commence à connaître un peu. Mais finalement, qu'est-ce que le satellite ne sait pas encore faire aujourd'hui et que vous voudriez absolument pouvoir faire? C'est quoi les nouveaux besoins, les nouveaux enjeux qui se présentent à vous? Alors, ben déjà, on attend des résultats extrêmement intéressants avec Saral, hein, qui vient d'être lancé, qui, comme je l'ai dit, a une tâche plus fine au sol, donc va permettre de faire des choses intéressantes à la fois au niveau des côtes, mais aussi au niveau des eaux continentales. Donc les grands lacs, les grands fleuves, ça c'est des choses, on a commencé à toucher un peu du doigt avec les satellites Jason qu'on pouvait faire des choses sur les eaux continentales, mais ça marchait pas très très bien. Avec Saral, ça va marcher beaucoup mieux. Donc là, déjà, on attend des avancées aussi en hydrologie. Et puis, la révolution qu'on attend, c'est SWOT, donc un projet qu'on mène avec la NASA, hein, donc nos partenaires, je dirais presque de toujours sur l'océanographie, en tout cas l'altimétrie. Et SWOT, alors je dirais la révolution avec SWOT, c'est que ça va faire de la 3D, quoi, hein. Ça va être une cartographie de la surface de la mer en 3 dimensions avec l'altitude, donc on va pouvoir voir des détails beaucoup plus fins que ce qu'on voit aujourd'hui avec nos satellites de type Jason. Et puis on va aussi du coup pouvoir faire de la meilleure science au niveau des eaux continentales, et donc on a une ouverture vers le domaine de l'hydrologie et de la ressource en eau de surface qui est particulièrement intéressant. Donc là on a vraiment d'ailleurs ces jours-ci là, on a réuni l'équipe scientifique du projet SWOT. Il y avait plus de 100 scientifiques qui étaient réunis et qui commencent donc à réfléchir à la façon d'utiliser ces données, à faire des manips de ce qu'on appelle des instruments aéroportés sur des avions pour simuler les données qu'on aura depuis les satellites, sur des zones donc très particulières et très bien connues. Voilà, donc là c'est vraiment une ouverture complète. On va passer peut-être de l'océanographie opérationnelle à l'hydrologie opérationnelle grâce à SWOT. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend avec impatience. Merci. Alors, je vais finir voilà, avec une jolie image à vous partager, qui n'est pas une image de satellite d'altimétrie, mais qui est une image de Pléiade pour conclure cette rencontre sur l'océanographie. Il nous reste à vous remercier tous. Merci évidemment à Pascale pour le temps qu'elle nous a consacré. Merci à tous les participants qui nous ont aidés à faire nos premiers pas, encore un petit peu balbutiants, quoi qu'on n'ait pas eu de coupure depuis que ce broadcast a commencé. Donc c'est déjà un premier essai transformé. Merci à Laurence et Kylian donc, de My Science Work qui ont fait l'animation sur Twitter. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup de réactions qu'on verra a posteriori. Évidemment, merci à tous les internautes qui nous ont suivi. Voilà, alors la suite, c'est quoi la suite? C'est que dans les minutes qui viennent, vous allez pouvoir revoir, enfin surtout partager cette vidéo avec vos amis sur votre site, sur vos blogs et ne vous privez pas de le faire très largement. Et demain, on fait un nouveau hangout. Alors là, ça sera très différent. Ça sera avec le président du CNES sur la politique spatiale française et européenne. Et ça sera demain à 17h depuis notre page Google+. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.